Je suis née aux États-Unis au milieu du XXe siècle. Mon père était un avocat célèbre et ma mère une femme immensément belle, qui s'épanouissait lors des dîners mondains, durant lesquels elle excellait dans son rôle d'hôtesse aux abords de la piscine, ou dans l'immense salle à manger décorée par les soins d'un architecte en vogue. J'y ai vu défiler les plus grands juristes, des scientifiques de renom, des professeurs et autres hommes et femmes politiques qui faisaient la une des journaux papier et télévisés. La route des personnalités les plus influentes du pays traversait notre demeure. Elles y déambulaient, un verre à la main, s'affalaient dans un fauteuil du salon, proférant des discours insensés qui n'appelaient aucune répartie de leur auditoire. Les meilleurs bodybuilders auraient pâli de jalousie devant le corps de mon père, corps auquel ils vouaient un véritable culte. Garder une musculature volumineuse et tonique requérait une discipline à laquelle il se pliait avec dévotion. Il avait aménagé au sous-sol un lieu dédié à sa pratique quotidienne, équipé de divers appareils de torture auxquels il se soumettait avec application, mais sans joie. Une assiduité qui l'autorisait à s'exhiber fièrement en simple slip de bain lors de théâtraux déplacements autour de la piscine. Son assurance me fascinait, m'ensorcelait, me subjuguait, m'hypnotisait. Quant à sa voix, claire, posée et puissante, elle réduisait au silence, titillait la jalousie des bavards, envoûtait par sa musique, occultait le sens de ses discours. Moi, je suis très laid. Mes parents n'ont jamais accepté ma laideur. Ils la justifiaient par l'invention d'une probable erreur de couveuse. La malchance s'acharnant sur moi, à 7 ans, j'ai dû porter un appareil dentaire et des lunettes de myope aux verres très épais. N'ignorant pas combien mon apparence dérangeait mes parents, voire leur répugnait, par souci de discrétion, je marchais à petits pas, en serrant les jambes. Ce qui faisait dire à mon père que je portais en moi le germe de l'homosexualité. Sa belle voix grave, profonde, convaincante, accompagnée d'un ample geste des bras, comme il devait en faire pendant les plaidoiries, résonne encore à mes oreilles comme une Madeleine de Proust, au goût amer. Très cher, votre enfant est un vrai pédéraste. D'évidence, je n'étais pas son fils. J'étais encore trop jeune pour comprendre le sens exact de ces paroles, mais j'y percevais de la médisance. À l'adolescence, j'ai espéré en vain que ma voix égalerait la sienne. Déjouant tout espoir, elle est restée fluette, frêle, fragile, quasi inaudible, digne d'un homosexuel. Très vite, mon père m'a interdit de paraître à la vue de ses invités chez qui ma laideur aurait pu générer un trouble, un malaise, une gêne, une ombre dans leur bulle de luxe artificiel. Dès mon enfance, mais plus encore pendant mon adolescence, ma chambre fut ma résidence principale. J'aurais pu être triste, haïr mes parents, fuguer. Rien de tout ça n'a traversé mon esprit. L'admiration pour mes géniteurs était totale, inconditionnelle, absolue, sans restriction. J'avais tout ce dont un adolescent peut rêver, une immense chambre dans une maison luxueuse, des parents admirables et admirés, des professeurs compétents,
des camarades discrets, de l'argent de poche et des livres. Ah, les livres, mes meilleurs compagnons. Ils m'ont offert les plus beaux voyages. Entre les mots, entre les lignes, j'ai appris l'amour et la haine, la rancune et l'espoir, l'amitié et la pudeur. La bibliothèque me fournissait en lectures éclectiques qui meublaient mes journées et surtout mes nuits. Contrairement à ce que j'entendais dans la cour du collège, mes parents ne m'intimaient jamais l'ordre d'éteindre et de poser mon livre. Ils me laissaient une totale liberté, me faisaient entièrement confiance quant à la gestion de ma personne, de mes actes et de mon temps, dont je n'avais à rendre compte qu'à moi-même. Je dois ici saluer Madame Davis, la bibliothécaire, une femme à la voix douce, une femme qui ne semblait pas s'apercevoir de ma hideur, une femme qui m'a fait faire mes premiers pas vers le monde de l'imagination que j'ai laissé s'épanouir à discrétion. Les livres abritent des sentiments et des destins qui ont illuminé ma vie. J'ai acheté les ouvrages qui m'avaient le plus passionné, envoûté parfois, révélé toujours de nouvelles facettes de l'histoire et constitué ma bibliothèque. Aujourd'hui, je possède l'intégralité de la Pléiade et plus de 15 000 titres. Suivre un cursus littéraire était aux yeux de mes professeurs et bien sûr aux miens une évidence. Pas pour mon père, pour qui c'était une filière de PD. À 18 ans, j'étais dans l'ignorance de ma sexualité, mes connaissances en la matière étant uniquement livresques. Sans doute heureux de ne plus craindre mon intrusion au cœur de leur délicat entourage, mes parents mirent beaucoup d'enthousiasme pour m'installer dans un somptueux et vaste appartement proche de l'université. Ma laideur m'offrait la liberté. Sans elle, j'aurais été contraint d'embrasser la profession d'avocat, à l'ombre de mon père. Je préférais être moche. Je suis entrée en première année de lettres classiques. Nous étions nombreux, garçons et filles installés dans un amphithéâtre sombre dont les bancs de bois n'offraient aucun confort et contraignaient les corps studieux à des douleurs perfides. J'ai élu domicile au premier rang afin de dissimuler au plus grand nombre ma physionomie ingrate. L'érudition des enseignants m'émerveillait. Le contenu des cours me passionnait. Je ne m'étais pas trompé de voie. Mon secret objectif, devenir écrivain. Pour mon 19e anniversaire, mon père m'a offert une Ford rouge. Je détestais les voitures et le rouge. Il l'ignorait. Je le remerciais pour ne pas le blesser. Il s'en foutait. L'admiration pour mes parents restait intacte. Je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour leur être agréable. Je n'avais aucune raison de les contrarier, d'autant que cela se résumait à une seule chose, ne pas leur imposer ma présence. Ma laideur avait été un assez lourd fardeau pour eux. Je m'appliquais à me faire oublier, et je crois que j'y parvenais. Je n'avais nullement besoin d'une voiture. Mon appartement était situé à 2 rues de l'université. Elle restait donc au garage. Je ne l'utilisais que pour rendre visite à mes parents, c'est-à-dire très, très rarement. Mon père était trop heureux qu'enfin je n'apparaisse plus dans son champ de vision et ne se privait pas de m'en informer. Ma mère, de plus en plus préoccupée par sa beauté que les années peinaient à conserver, n'avait pas de temps à me consacrer. Tout allait bien. À mon entrée en première année, je ne connaissais personne et ne cherchais pas à me lier. Mon physique ne me l'autorisait pas. Il était pour moi naturel
que ma vie fût synonyme de solitude. Je n'en ressentais ni tristesse, ni exclusion, ni rancune, ni injustice. Je me trouvais même heureux, à ma place, au milieu des mots. Aussi, imaginerez-vous sans peine combien j'ai été surpris quand Paul m'a abordé pour m'inviter à une fête. Moi, je n'en croyais pas mes oreilles. Se moquait-il? Son air sincère disait que non. Pourtant, je le priais de répéter. Il le fit en souriant gentiment, comme s'il ne voyait pas mon odieux faciès. Sans la moindre trace d'impatience ou d'irritation, il a confirmé qu'il m'invitait le vendredi suivant à l'occasion d'une petite fête. Interloqué, j'ai bafouillé des remerciements en rougissant. Il a souri et noté sur un papier son adresse et son numéro de téléphone. « Tu viendras ?» ?»« Oh, bien sûr, » me suis-je entendu répondre en garçon bien élevé. J'ai lu le doute sur son visage. Pourtant, à l'instant où les mots quittaient ma bouche, j'étais sincère. Ensuite, ce fut différent. Diverses questions atteignirent mon cerveau avec un but unique, m'empêcher d'honorer l'invitation. Je me suis battue avec moi-même toute la semaine. Ma gentillesse l'a emporté. Je ne voulais pas faire de peine à Paul. J'y suis allée. Et je ne le regrette pas. 7 ou 8 garçons et filles dont j'avais croisé les visages dans les couloirs interminables de l'université étaient présents. Ils m'ont accueilli avec des paroles amicales. Ah, je tombais bien. Mon avis allait pouvoir les départager. J'ai plongé dans la conversation avec spontanéité, aisance et naturel. L'appartement était tout petit. Après l'arrivée de quelques autres personnes, nous ne pouvions guère bouger. Les sujets de discussion étaient passionnants. J'oubliais que j'étais laid. Personne ne semblait me trouver repoussant. Paul prenait soin de moi, s'enquérait de savoir si j'aimais les toasts et remplissait mon verre en sollicitant mon opinion. Après cette soirée, nous nous sommes revus. J'ai su que j'étais homosexuel. Nous avons organisé des soirées merveilleuses dans mon appartement. Nous y avons refait le monde, rêvé de voyages et partagé beaucoup d'amitié, mais aussi un peu d'amour. J'étais heureux. J'avais commencé un roman autobiographique, j'étais comblé. La seule ombre au tableau restait l'attitude toujours condescendante de mes parents. Ils étaient incapables de voir en moi autre chose que ma laideur. Je le regrettais, non pas pour moi, car j'avais trouvé ma famille, mais pour eux. Ils se privaient de notre relation. 2 ans plus tard, alors que mon premier roman figurait en vitrine des meilleures librairies, une histoire financière a fait grand scandale. Elle mettait en cause des personnalités du monde des affaires et de l'art, dont les agissements frauduleux, longtemps soupçonnés, avaient été dévoilés par l'entremise de journalistes pointilleux. Je m'adonnais à la lecture d'un article sur le sujet, à plat ventre sur mon lit, quand le nom de mon père, c'est-à-dire aussi le mien, m'a sauté au visage. Je suis restée les yeux fixés sur les caractères noirs. J'étais sonnée. Mon père, dans ses costumes impeccables, parlant avec assurance. Mon père que j'admirais au point de disparaître. Mon père s'était rendu coupable de malversation, mettant sur la paille des personnes fragiles. Une dizaine de jours plus tard, sa photo et celle de quelques autres dont les visages ne m'étaient pas inconnus, menottes au poing, figuraient en seconde page d'un quotidien.
Il était laid.